Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et retour ce matin à l'adoption par les sénateurs hier soir du projet de loi pour se préparer au Brexit. Son objectif, être en mesure de faire face à tous les scénarios, en particulier celui d'une absence d'accord sur le Brexit, un possible no deal, alors que les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni patinent. Il faut dire que les inquiétudes grandissent sur un possible Brexit dur qui créerait de multiples vides juridiques au niveau du droit européen et du droit français. Le texte débattu hier a pour but de parer à toute éventualité, un texte relativement technique sur lequel néanmoins hier les esprits se sont échauffés. Le rapporteur du texte et la ministre se sont en effet opposés. D'un côté, le gouvernement souhaitait conserver un champ de mesures possibles large afin de garder toutes les marges de négociation nécessaires avec le Royaume-Uni. De l'autre, le Sénat a tenu à préciser la finalité des ordonnances, par exemple le maintien des droits sociaux et professionnels des Français qui vivent au Royaume-Uni, ou encore la sauvegarde des activités économiques en France et des flux de marchandises et de personnes depuis le Royaume-Uni, etc. Suivant ainsi l'avis du Conseil d'État sur ce texte. Retour donc au débat dans l'hémicycle. Madame la ministre, il faut que vous sachiez que je suis un rapporteur déçu et mécontent par l'attitude du gouvernement sur un texte qui aurait dû être consensuel jusqu'au bout. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Vous avez lu en détail tout ce qui s'est passé en commission. Et vous avez vu que les sénateurs de tous bords ont été particulièrement responsables. Les parlementaires n'aiment pas, en général, les ordonnances. Et pour cause, il s'agit de nous retirer un droit au débat. Mais malgré ça, compte tenu du sujet difficile que constitue le Brexit, quel que soit l'avis qu'on a là-dessus, ils ont été responsables sur tous les bancs parce qu'ils l'ont accepté. Et j'ai eu le sentiment que c'est parce que vous avez vu le comportement de tous en commission, qui tous ont donné un avis favorable, que vous vous êtes permis de ne pas jouer le jeu d'un minimum de débat entre le gouvernement et le Parlement. Quand je dis tous, que ce soit chez les Républicains, chez les centristes, les radicaux, les socialistes, En Marche bien sûr, même le groupe communiste qui en commission n'a pas voté contre, s'est abstenu. Je ne sais pas, vous allez nous dire tout à l'heure quelle est votre position ici. Mais ils l'ont fait parce qu'ils ont compris que c'était un problème urgent, que le Brexit pouvait se passer bien, mais qu'il pouvait se passer mal. S'il n'y a pas d'accord que vous avez évoqué il y a quelques minutes, ça veut dire que le gouvernement n'aura pas plusieurs mois, mais il y aura juste quelques semaines pour prendre les différentes mesures que vous avez évoquées, qui sont les mesures concernant les Français qui habitent, qui travaillent en Angleterre, c'est l'article 2, que ce soit les mesures concernant les Anglais qui habitent, qui travaillent en France, c'est l'article 1, que ce soit les mesures en urgence qu'il faudra prendre, les investissements qu'il faudra faire en matière d'infrastructures, les dépenses qu'il faudra engager en urgence dans nos ports, aéroports, sous le tunnel, etc. Tout le monde en a pris conscience et donc, malgré ces ordonnances, entre guillemets, que nous n'aimons pas beaucoup, nous avons tous dit oui. Tous les amendements que nous avons proposés, et il n'y en avait pas beaucoup, 8 amendements de la commission spéciale, allaient tous dans le sens des recommandations que vous aviez eues du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, qui disaient que votre texte manquait de précision et qui disaient en plus le débat parlementaire pourrait être utile pour apporter ces précisions. Eh bien, la quasi-totalité des amendements, c'était des précisions que nous apportions. En plus, le dialogue que nous avons eu ensemble ces derniers jours me semblait être bon. La preuve, en commission, j'ai encore déposé ce matin 4 amendements qui, tous les 4, ont un seul but, on va y venir dans quelques minutes, de se rapprocher encore des observations que vous aviez faites. Autrement dit, on a été vraiment particulièrement coopérants. Surprise, ce matin arrivent vos amendements, qui tous sont des amendements de refus du texte que nous avions adopté en commission spéciale. Et c'est pour ça que je me permets de dire que je ne suis pas mécontent. Donc, je m'arrête là, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. On reviendra sur toutes les mesures à chacun de vos amendements. Et excusez-moi à l'avance si, au cours de ce débat, je serai un petit peu ferme.
je peux à l'avance vous dire, en tant que rapporteur, que malgré ça, malgré ce comportement que je n'apprécie pas, que je regrette, nous avons donc adopté le texte voté en commission spéciale, où nous avons rejeté à l'unanimité la totalité de vos amendements en commission ce matin. Et donc je pense qu'il en sera de même tout à l'heure en séance. Et je me permettrai de vous dire pourquoi, et parfois un petit peu fermement. Article 1. La parole est à Monsieur Laurent Duplomb, pour les Républicains. Madame la Présidente, Madame la Ministre, je voudrais revenir par rapport à l'article 1 sur une partie de cet article concernant le contrôle sanitaire aux frontières. Et vous faire le témoignage de l'audition du ministre Darmanin qui, après nous avoir dit que le ministère de l'Agriculture lui ayant demandé le nombre de personnes suffisantes pour pouvoir faire les contrôles nécessaires, c'est-à-dire les contrôles sanitaires des produits entrant en France provenant de l'Angleterre et des produits sortant de France pour aller en Angleterre, nous a dit très clairement que la demande qui avait été formulée par le ministère de l'Agriculture avait été totalement acceptée. Quelle a été ma surprise lorsque j'ai rapporté sur le budget de l'agriculture et en audition, d'avoir l'audition du DGAL qui me dit « mais c'est pas vrai, nous avions demandé 90 ETP et nous n'en avons eu que 40 ». Le deuxième élément que je veux verser aussi à la réflexion des sénateurs, c'est que ce même DGAL me dit si on est sur un Brexit dur, donc le sens de ce texte, et si derrière on a un besoin de contrôler la totalité des produits entrants et sortants, ce n'est pas 90 ETP que nous aurions besoin, c'est près de 900. Les Irlandais ont prévu d'embaucher 1000 douaniers. Les Pays-Bas ont prévu d'embaucher 900 douaniers. La France, pour contrôler les produits sanitaires, va se contenter, en contrôlant 7 jours sur 7, 365 jours par an, 24 heures sur 24, 40 ETP. Je pense qu'il y a un problème. Et donc, Madame la Ministre, je vous le dis, dans l'article 1, la proposition du rapporteur, et donc ce qui est écrit aujourd'hui, met en garde par rapport à ce texte-là par une phrase qui dit clairement que nous demandons d'avoir un suivi de ces problématiques-là, de contrôle sanitaire aux frontières, parce que nous savons que les Anglais iront obligatoirement chercher par leurs accords avec le Commonwealth des produits qui pourront faire rentrer sur le territoire européen et particulièrement sur le territoire français, et que nous nous devons d'être appliqués à regarder d'un point de vue sanitaire, mais aussi du contrôle des produits, de le faire correctement. Donc, la rédaction de cet article prévoit de pouvoir faire tout cela. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans les différents amendements que vous avez déposés. Mais pour moi, et je pense que pour la totalité des sénateurs, il est extrêmement important que nous fassions attention à cela, alors que votre amendement que vous avez déposé aurait plutôt tendance à être un peu plus laxiste. Merci. La parole est à Monsieur Éric Bocquet. Oui, merci Madame la Présidente. Donc l'article 1 poursuit deux objectifs. Réagir aux conséquences d'un retrait sans accord du Royaume-Uni, on l'a dit, pour les personnes physiques et morales britanniques soumises au droit français, et aussi assurer le rétablissement des contrôles sur les marchandises et les passagers à destination et en provenance du Royaume-Uni, en particulier, comme vient de l'évoquer notre collègue Duplomb, les contrôles vétérinaires et phytosanitaires aux frontières. Sur le premier point, si nous comprenons la nécessité d'acter le retrait du Royaume-Uni, il serait inacceptable que les ressortissants britanniques sur notre territoire puissent pâtir des négociations en cours alors que, dans le même temps, de nombreuses mesures fiscales sont adoptées chez nous afin, je cite, de renforcer l'attractivité financière de la place de Paris. Fin de citation. Je songe en particulier à l'annonce de la suppression de la dernière tranche de taxe sur les salaires afin d'attirer chez nous les traders de la City. Cette taxe concerne les entreprises non soumises à la TVA, au premier rang desquelles on trouve les banques, bien sûr. La mesure consistera à les exonérer de la surtaxe de 20%, qui frappe les rémunérations annuelles supérieures à 152 000 €. Excusez du peu, cette exonération représentera un manque à gagner de 300 millions d'euros dans les caisses de l'État français. C'est Noël avant l'heure. Or, il ne faut pas se leurrer, mes chers collègues, l'économie britannique ne va pas s'effondrer en cas de non-accord. D'ailleurs, Mme Theresa May, au lendemain même du Brexit, a annoncé qu'elle allait faire du Royaume-Uni le meilleur endroit du monde pour faire des affaires. À bon entendeur, salut. La parole est à Madame Fabienne Keller.
Oui, merci beaucoup Madame la Présidente. Madame la Ministre, mon intervention sera de portée générale à l'ouverture des discussions sur les différents amendements. Nous sommes amenés à examiner les dispositions en cas de no deal. Le texte national complémentaire à un texte européen qui lui-même n'est pas encore connu. Mes chers collègues, comment en sommes-nous arrivés là? Le choix des Britanniques du 23 juin 2016 nous conduit à réfléchir sur ce qui s'est passé. Je rappelle que ce choix a fait suite à plusieurs années de débats approfondis parmi le peuple britannique sur la question européenne. Je voudrais en tirer deux leçons. La première, c'est la difficulté de l'Union européenne à prendre en compte suffisamment la demande des populations, l'appel, le besoin de liberté, de souplesse face à ce qui est trop souvent perçu comme le carcan technocratique de Bruxelles. Et le deuxième sujet qui a largement occupé les débats, c'était les questions migratoires. Elles étaient dominantes dans ces débats si tendus entre les partisans du Leave et du Remain. Je crois, chers collègues, qu'il nous faut entendre sur ces deux sujets le message du Brexit. L'Europe doit être demain plus déterminée que jamais sur les sujets sur lesquels elle est plus puissante, parce qu'on est plus fort ensemble. Je pense aux questions migratoires, mais je pense aussi aux questions de défense ou aux questions de lutte contre le terrorisme. Et l'Europe demain, dont nous allons beaucoup parler dans les prochains mois, doit aussi donner plus de liberté aux États, aux régions, aux territoires, pour qu'elle soit mieux acceptée. Mais nous voilà, chers collègues, amenés à préparer cette hypothèse d'un no deal que nous souhaiterons tous ne pas voir appliquer. Je voudrais saluer le travail de la commission spéciale, son président, de son rapporteur sur la question des droits sociaux et professionnels. Cette commission nous a aussi permis de mesurer les enjeux pour les ports, pour le commerce, pour l'économie, mais rien n'est joué. Nous espérons que ce texte ne sera pas appliqué. Et puis nous nous souvenons aussi que les Britanniques sont de grands alliés, de grands partenaires. On peut se souvenir de la dernière guerre mondiale. Nous partageons aussi la volonté britannique de maintenir la paix en Irlande du Nord. C'est la dernière paix en Europe. Et nous partageons la volonté maintes fois répétée par Michel Barnier de conserver la cohésion de l'Europe des 27. Donc merci Madame la Ministre. Je voudrais ici saluer votre engagement dans cette situation singulière et difficile pour faire respecter néanmoins les intérêts de la France. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Didier Marie. Merci Madame la Présidente. Cet article premier aborde de nombreuses questions. Je voudrais en soulever deux particulières qui me paraissent essentielles. La première concerne les quelques 200 000 Britanniques qui résident en France et les 4 millions, ne les oublions pas, qui traversent le Channel et viennent nous visiter, passer leurs vacances, voire y travailler quelque temps. Pour toutes ces personnes, il est important de leur garantir la continuité de leurs droits, droit au séjour, droit aux prestations sociales, droit au travail pour ceux qui résident chez nous et droit à la plus libre circulation pour celles et ceux qui ne viennent passer que quelques moments dans notre pays. Au regard de notre histoire commune, les Britanniques doivent, je pense que nous en sommes toutes et tous convaincus, bénéficier d'un traitement bien plus favorable à ceux qui proviendraient d'un pays tiers. Ceci n'est possible qu'à deux conditions. La première, Madame la Ministre, c'est que vous nous prépariez, dans le cadre des ordonnances, un texte qui le permette au mieux. La deuxième condition, c'est que le principe de réciprocité s'applique pleinement, de telle sorte que nos concitoyens vivant en Grande-Bretagne, ceux qui y resteront, mais aussi ceux qui décideront de revenir, puissent bénéficier des mêmes garanties. Le deuxième sujet que je voulais évoquer concerne la question fondamentale des activités économiques. Les échanges avec la Grande-Bretagne sont importants. C'est l'un des pays avec lesquels nous avons un excédent commercial important, près de 11,6 milliards. Et au sein de cet excédent, il y a 2,5 milliards d'euros pour les produits agroalimentaires et agricoles. Le Royaume-Uni
est notre troisième client en matière de produits agroalimentaires, notre deuxième fournisseur de produits halieutiques, dont 80% sont transformés dans les entreprises des Hauts-de-France et de Normandie. Et donc je voudrais, en écho à ce que disait mon collègue tout à l'heure, appeler votre vigilance sur la nécessité de maintenir un niveau élevé de sécurité sanitaire pour les produits entrants, ce qui nécessite évidemment des moyens plus importants que ceux qui ont été annoncés en effectifs pour les services concernés. Et donc, 40 équivalents temps plein, c'est insuffisant. 90 peut-être. Certains experts mentionnent le chiffre de 150. En tout état de cause, il faut faire un important effort qui n'est pas inscrit aujourd'hui au projet de loi de finances. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Cadic. Oui, merci. Je vais intervenir juste avant ce démarrage d'article 1 parce que j'ai entendu des choses. Peut-être je vois les choses différemment parce que je fais partie des 143 000 Français du Royaume-Uni, mais j'entends parler de démocratie. Alors, quand même, je vais partager avec vous mon regard sur ce référendum. On dit que les Britanniques ont voté pour la sortie de l'Union européenne. Mais quels Britanniques? Je voudrais vous rappeler que des Jamaïcains, des Pakistanais, des Néo-Zélandais, des Australiens ont pu voter pour un sujet qui affecte tous les Européens, mais pas les 3 millions d'Européens qui vivent au Royaume-Uni. Eux, pour l'essentiel, ils n'ont pas pu voter. 60% des Britanniques qui vivent dans l'Union européenne n'ont pas pu voter. Quelle démocratie! Si cela avait pu voter, il n'y aurait pas de Brexit aujourd'hui. Alors, ce vote, pour beaucoup d'entre nous, constitue en fait un déni de démocratie. Un tel sujet qui a été discuté pendant une campagne de 6 semaines est simplement surréaliste. Alors je serai très attentif par cet article 1, parce que là, effectivement, il est question de garantir les droits de ces 5 millions d'Européens qui, je vous le rappelle, pour l'essentiel d'entre eux, n'ont pas pu s'exprimer. Merci, chers collègues. Nous passons à l'examen des amendements. Avec l'amendement 4, Madame Kaufmann. Deux conceptions de l'Europe s'opposent. D'une part, une Europe des nations respectant la souveraineté des États membres et les choix de chaque gouvernement démocratiquement élu. D'autre part, une Europe à tendance fédéraliste qui piétine la souveraineté des États membres pour imposer la pensée unique des pseudo-élites. Le résultat de plusieurs référendums a déjà été contourné par les tenants de cette pensée unique qui n'hésitent pas à bafouer la volonté des électeurs dès qu'elle ne va pas dans leur sens. Aujourd'hui, le président Macron est à la pointe de la coalition qui essaie de saboter le Brexit en pourrissant la négociation. Là aussi, il s'agit de désavouer le suffrage universel en poussant les Anglais à organiser un nouveau référendum. À la veille des élections européennes, le but est de faire croire à nos concitoyens que l'évolution vers une Europe fédérale serait la seule solution possible pour l'avenir. Messieurs Macron, Juncker et Barnier sont-ils de bonne foi lorsqu'ils prétendent négocier des conditions loyales et honnêtes de sortie, alors que dans le même temps, ils exigent la création d'une frontière douanière à l'intérieur du Royaume-Uni pour en disjoindre l'Irlande du Nord? C'est aussi machiavélique que si demain l'Europe demandait à la France de créer une frontière douanière à l'intérieur de notre territoire, par exemple en séparant l'Alsace-Lorraine. Tous les problèmes qui justifieraient des mesures prises en urgence par ordonnance sont manifestement dus à la mauvaise volonté des responsables de l'Union européenne et à l'action du président Macron qui a organisé une véritable coalition pour essayer de pourrir les négociations sur le Brexit. On ne doit pas cautionner cette politique où quelques tenants de la pensée unique se targuent à donner des leçons de démocratie à des pays tels que la Hongrie ou l'Italie, dont les gouvernements sont pourtant élus de manière parfaitement démocratique. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission sur cet amendement de suppression. Cet amendement, Monsieur le Président, cet amendement vise à supprimer l'article 1. Je pourrais être très court en disant nous sommes favorables à l'article 1, donc nous sommes défavorables à votre amendement. Mais je voudrais quand même aller un petit peu plus loin. Cet article 1, il est important, il est même indispensable pour tirer les conséquences du Brexit sur les Britanniques présents en France et préserver les flux de personnes et de marchandises. Je crois au contraire que le message que nous voulons adresser à ces 4 millions
de Britanniques qui viennent chaque année en France, que nous voulons adresser aux touristes anglais qui viennent, que nous voulons l'adresser à ceux qui viennent faire des affaires sur notre territoire, que nous voulons adresser à ceux qui habitent parce qu'ils travaillent dans des entreprises ou françaises ou anglaises sur le sol français, ou enfin ceux qui viennent prendre leur retraite, qui ont des résidences secondaires, qui viennent prendre leur retraite. Le message que nous devons leur adresser est au contraire, vous êtes les bienvenus. Et c'est pour ça que je considère que cet article numéro 1 est important et que, bien sûr, la Commission a donné un avis défavorable à l'amendement. Merci. Madame la Ministre, l'avis du gouvernement. L'avis du gouvernement, Monsieur le Président, à cet amendement sera également défavorable. Mais je voudrais répondre brièvement sur le fond. Le Royaume-Uni a fait un choix, celui de quitter l'Union européenne, choix que le sénateur Cadic regrette, mais c'est un choix que nous respectons. Notre objectif, c'est de mettre en œuvre ce retrait ordonné du Royaume-Uni en préservant nos intérêts. Vous avez parlé de l'Irlande. Quelle est la position commune entre le négociateur britannique et l'Union européenne qu'on retrouve dans le rapport conjoint de décembre 2017 ? Elle consiste à éviter la mise en place d'une frontière physique entre les deux parties de l'Irlande. C'est un engagement qui a été confirmé par Madame May dans une lettre qu'elle a adressée à Donald Tusk le 19 mars 2018. Cet engagement doit maintenant simplement se traduire concrètement par une solution opérationnelle, juridiquement solide, dans le protocole à l'accord de retrait relatif à l'Irlande du Nord. Rien de plus, rien de moins. Comme l'a signalé à plusieurs reprises Michel Barnier, il ne s'agit aucunement d'instaurer une frontière entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, mais de permettre les vérifications nécessaires pour préserver l'intégrité du marché unique et de l'union douanière, et donc nos intérêts, tout simplement. Un travail a été mené pour rendre les contrôles les moins contraignants possibles. Je rappelle aussi qu'il existe déjà des contrôles entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Et en tout état de cause, le filet de sécurité dont nous parlons, le backstop qui interrogeait l'un d'entre vous tout à l'heure, c'est une précaution qui n'entrera en vigueur qu'en dernier ressort. Et si aucune autre solution n'est trouvée dans le cadre de la relation future, c'est tout l'enjeu de la négociation qui a lieu à l'heure actuelle, c'est tout l'enjeu de la difficulté, mais nous devons protéger nos amis et alliés irlandais, nous devons protéger le marché unique, nous devons protéger les intérêts des Européens, de nos concitoyens et de nos entreprises. Donc, avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Donc, je mets aux voix l'amendement numéro 4 avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 11, Madame la Ministre, du gouvernement. Monsieur le Président, cet amendement a pour objet de ne pas couvrir dans le champ des mesures qui seront adoptées les ressortissants britanniques qui arriveraient en France après le retrait britannique et de supprimer la reconnaissance immédiate des qualifications professionnelles des ressortissants britanniques qui exerceraient en France au 30 mars. La commission spéciale souhaite que le texte cible également les salariés appelés à exercer leur activité en France au sein d'entreprises britanniques ayant fait le choix de s'y déployer après le retrait du Royaume-Uni, afin notamment de renforcer l'attractivité de la France. L'amendement proposé vise à ne pas couvrir ces salariés. Il ne s'agit évidemment pas de sous-estimer l'importance de l'attractivité de notre pays. J'étais encore hier avec le président de la République dans un forum Choose France organisé dans le Grand Est. Mais les Britanniques qui arriveront après le 31 décembre 2020 ne sont actuellement pas couverts par l'accord de retrait tel qu'il est négocié. L'article 9 du projet d'accord de retrait, qui est agréé entre les négociateurs, stipule en effet que seuls sont couverts par l'accord de retrait les ressortissants britanniques qui vivent dans un État membre avant le 31 décembre 2020. Dans ces conditions, la rédaction actuelle du texte équivaudrait à prévoir un régime plus favorable pour les ressortissants britanniques en l'absence d'accord de retrait qu'en cas d'accord de retrait. Ceci porterait évidemment préjudice
à la négociation menée par la Commission européenne. C'est la raison qui m'amène à présenter cet amendement. Et Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Je ne vous comprends pas, Madame la Ministre. Je vous l'ai dit en termes pas très agréables tout à l'heure, au début de mon intervention, mais je ne vous comprends pas. Là, donc, c'est le premier de vos amendements, je dirais, de tronçonneuse. Vous supprimez l'alinéa 3. Vous supprimez l'alinéa 4, pardon, la seconde phrase simplement. Vous supprimez l'alinéa 6. Autrement dit, vous supprimez une bonne partie du travail de la commission spéciale, qui a fait du bon boulot, qui n'a pas cherché à enquiquiner le gouvernement, à vous mettre en difficulté. On a au contraire tenté, moi je considère très sincèrement, à vous aider. Et oui, c'est vrai ce que vous dites, à tenir compte de la situation des Britanniques, y compris après le Brexit, qu'il y ait ou non accord. Vous ne pouvez pas tenir un double langage, dire qu'il faut renforcer l'attractivité du territoire, vous réjouir que l'autorité bancaire européenne vienne en disant que ça va dynamiser Paris, on est tous d'accord, et ensuite vous ne voulez pas tenir compte de la situation de ces Anglais qui vont venir après. C'est pour ça que je dis, je ne vous comprends pas, et surtout je ne comprends pas votre travail de massacre, mais non, si je le dis, je maintiens parce que je sais que vous allez continuer. Je suis tenté de vous demander, retirez votre amendement, faites un geste vers le Parlement. Mais non, mais ne rigolez pas maintenant comme vous l'avez fait en commission. J'accepte encore moins ça. Je vous le dis sérieusement. Pourquoi vous voulez saper tout le travail de la commission spéciale? Elle a fait un travail sérieux. Et je vais être obligé de vous le rappeler à plusieurs reprises. Bien sûr, la commission, à l'unanimité ce matin, a donné un avis défavorable à votre amendement, Madame la Ministre. Rapporteur. Monsieur Didier Marie pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président. La commission spéciale a fait un excellent travail, c'est vrai. Mais lors de la présentation de votre rapport, cher rapporteur, nous avons eu une discussion sur les amendements que vous proposiez et vous devez avoir le souvenir que sur cette question qui permet à des ressortissants britanniques de bénéficier des mêmes droits et garanties qu'ils soient arrivés après que ceux qui sont arrivés avant, nous nous étions abstenus. Et donc, par réciprocité et pour maintenir la bonne ambiance, nous allons faire de même sur l'amendement de Madame la Ministre. Merci. Richard Yung pour explication de vote. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je comprends l'ire du rapporteur. Et je dois dire que moi, je l'avais voté au moment de la commission. Mais je dois dire que je suis sensible à l'argument qui est que nous sommes en train de créer des droits nouveaux pour des ressortissants britanniques après 2020, après 2020, ce qui fait qu'on est dans la position que nous avons toujours dénoncée, qui est qu'ils seront dans une position plus favorable après qu'avant. Et moi, je dois dire, ça me pose un problème, ça me pose une réflexion, sans compter que ça veut dire que le Parlement élargit en plus le champ de l'ordonnance, ce qui n'est pas conforme à l'usage constitutionnel. Voilà. Donc, moi, ou je m'abstiendrai, ou je voterai l'amendement du gouvernement. Merci. Madame la Ministre. Un mot, puisque dire les choses avec le sourire est mal interprété, donc cette fois-ci je les dirai avec fermeté. Ce que je souhaite, c'est qu'on ne fragilise pas le travail de Michel Barnier. Ce travail, il est extraordinairement difficile, extraordinairement complexe. Tout le monde a rendu hommage au travail de notre négociateur. Je ne peux pas être d'accord avec des propositions qui consisteraient à proposer pour les ressortissants britanniques un statut plus favorable que celui qu'il a su négocier dans le projet d'accord de retrait qui est aujourd'hui presque finalisé. Ce serait un encouragement aux autorités britanniques à finir par ne pas vouloir d'accord de retrait puisque derrière, la situation des ressortissants britanniques que nous offririons serait plus favorable que ce qui a déjà été négocié par Michel Barnier. J'espère que j'ai clarifié mon point de vue. Merci Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Une des raisons, cher Didier Marie, pour lesquelles vous aviez adopté un principe d'abstention et que vous n'étiez pas hostile,
c'est parce que je vous rappelle, et vous lisez jusqu'au bout l'amendement, l'écriture de la commission spéciale, cette mesure est encadrée par le respect du principe de réciprocité. Bien sûr, si les Anglais ne prennent pas les mêmes mesures à l'égard des citoyens français, ça tombe, c'est évident. Et cette mesure de réciprocité, on a veillé à ce qu'elle soit respectée tout le temps. Donc je tiens à dire ça pour rassurer ceux qui ont certaines inquiétudes. Et je crois que c'était la raison pour laquelle vous aviez également voté l'amendement de la commission spéciale, non pas ce matin, mais la semaine dernière. Merci, monsieur le rapporteur. Donc je mets aux voix l'amendement 11 du gouvernement avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Amendement 12 du gouvernement, madame la ministre. Monsieur le Président, l'objet de cet amendement est de préserver une finalité suffisamment large pour permettre l'adoption de l'ensemble des mesures nécessaires à l'égard des ressortissants britanniques. La commission spéciale souhaite préciser la finalité de la clause balai, si je puis dire, prévue à l'article 1, en précisant qu'elle vise à préserver les intérêts de la France en matière économique, financière, de défense et de sécurité. Une telle rédaction réduit significativement le champ des mesures qui pourraient être adoptées et donc l'utilité de cette clause balai, dont la rédaction telle qu'elle était proposée par le gouvernement avait par ailleurs été validée par le Conseil d'État. L'amendement proposé vise donc à prévoir une finalité suffisamment large pour permettre l'adoption de l'ensemble des mesures nécessaires à l'égard des ressortissants britanniques, un de nos objectifs étant, par exemple, la préservation des intérêts des ressortissants français au Royaume-Uni. Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, merci. Je pense que ça va être le même débat sur ce notamment et l'autre un peu plus loin. La commission spéciale, mes chers collègues, je tiens à vous rappeler, a réalisé un important travail pour préciser l'habilitation à légiférer par ordonnance. Et sur ce point, je rappelle les exigences du Conseil constitutionnel et je lis « Le gouvernement a l'obligation d'indiquer avec précision au Parlement quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre et leur domaine d'intervention. » Dans son avis, le Conseil d'État, lui, a appelé le Parlement à jouer son rôle et à préciser l'habilitation tout en laissant suffisamment de flexibilité au gouvernement. Eh bien, c'est ce qu'a fait notre commission spéciale dans l'amendement. Vous rajoutez un notamment. Vous avez remarqué que je n'ai pas retiré le reste du texte, justement. Moi, j'avais appelé votre rédaction une habilitation balai, qui vous permettra de prendre toute mesure nécessaire au traitement de la situation britannique en France. Nous avons listé les finalités, préserver les intérêts de la France, on a laissé, en matière économique, on a laissé, en matière financière, on a laissé, de défense et de sécurité, on a laissé. Autrement dit, on a tout laissé. Mais vous voulez rajouter notamment un endroit qui, encore, vous permet d'en rajouter sans nous dire rajouter quoi. Mais dites-le nous. S'il y a un élément spécial, je suis prêt éventuellement à vous donner un avis favorable. Mais vous voulez mettre un notamment là, simplement pour dire, eh ben on pourra prendre toute autre mesure éventuellement en plus. Donc, la commission spéciale a donné un avis défavorable ce matin à votre amendement, Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur, donc je mets aux voix l'amendement 12 du gouvernement avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Deux amendements en discussion commune. Le 13 du gouvernement, Madame la Ministre. Monsieur le Président, cet amendement vous est présenté pour préserver une finalité suffisamment large pour tenir compte lors de l'adoption des mesures de l'issue des négociations et de l'adoption par le Royaume-Uni de mesures réciproques. La commission spéciale a souhaité préciser la finalité des ordonnances prévues à l'article 1. Cette rédaction n'est cependant pas satisfaisante car elle ne préserve pas la possibilité pour le gouvernement d'adopter des mesures équivalentes, de tenir compte de l'adoption de mesures équivalentes par le Royaume-Uni à l'égard des ressortissants français ou de mesures prises par les autres États membres.
Une rédaction alternative est en conséquence proposée de façon à la fois à marquer une direction, en évoquant le maintien en France des ressortissants britanniques et la poursuite d'activités économiques et de flux de personnes et de marchandises souhaités, tout en étant plus limité que de les préserver ou de les garantir, ce qui, ne nous mentons pas, sera sans doute hors d'atteinte. Il y aura des conséquences au Brexit et dire que l'on est capable de préserver totalement ou de garantir absolument les activités économiques ou le sort des ressortissants britanniques sur notre territoire est une illusion. Merci. L'amendement 19 de la Commission, monsieur le rapporteur. En même temps que je défends le 19, j'explique pourquoi je donne un avis défavorable à l'amendement du gouvernement. Là aussi, vous avez supprimé le travail de la commission spéciale et vraiment, je le regrette, Madame la Ministre. Tel que nous avions présenté notre amendement adopté la semaine dernière, vraiment notre objectif, et je vous dis sincèrement, c'était de donner plus de souplesse au gouvernement dans l'entrée en vigueur des ordonnances, en utilisant l'expression « dans l'attente », le cas échéant d'accord, ou des traités bilatéraux. Là aussi, nous faisions un effort. Vous profitez au passage, et je reviens à l'intervention de notre collègue Duplomb, pour supprimer l'alinéa concernant les mesures sanitaires. Mais pourquoi le gouvernement en veut-il autant au monde rural et aux agriculteurs? Mais non, mais vous ne marrez pas comme ça, c'est vrai. Quand vous supprimez, mais si. Attendez, je ne suis pas content, j'ai le droit de le dire. Ben oui, mais oui, je sais bien. Mais là, je vais reprendre avec deux arguments. Il a bien... Non, je ne caricature pas. Non, je ne caricature pas. Et il a bien expliqué ce qui s'était passé. Le ministère de l'Agriculture a dit que pour prendre des mesures raisonnables, il a fait une petite confusion entre les douaniers, on est d'accord, j'écarte, et les agents sanitaires pour surveiller tout ce qui est sanitaire et phytosanitaire. Dès le début, le ministère de l'Agriculture a dit qu'il fallait au moins 90 personnes. Pour des régions budgétaires, Darmanin nous l'expliquait quand il est venu, en disant mais finalement l'agriculture a dit que 90 c'est pas la peine, 40 ça suffit. Donc dans le budget, on a inscrit 40 ETP, dont 12, je crois, vétérinaires simplement, et 28 agents de catégorie B de mémoire. Et la profession agricole dit ça suffira pas pour faire ce métier de protection sanitaire et puis pour protéger notamment l'agriculture française. Là où je remercie mon collègue d'avoir retiré son amendement et d'avoir accepté la phrase que nous avons rajoutée, qui est une phrase bénigne, c'est simplement dire ça peut évoluer, ça ne sera peut-être pas suffisant. Je ne propose pas de doubler le nombre de TP qui sont créés, je ne fais aucune proposition budgétaire, je dis simplement ce sera peut-être insuffisant, il faudra y veiller et je pense que dans tout ce qui va se passer, qu'il y ait un accord ou qu'il n'y ait pas d'accord, ça va évoluer. C'est pour ça que la commission du suivi du Brexit du Sénat, présidée par notre collègue Jean Bizet, est très importante. Elle a montré qu'elle était capable de mener des travaux importants avant aujourd'hui, et je suis sûr qu'elle continuera un travail après. Et notamment, elle suivra cet aspect. Si on auditionne, on a beaucoup auditionné, et ça m'a beaucoup aidé dans ce très court temps de travail pour ce texte. Ce qui m'a aidé, c'est tout le travail que nous avons fait avant, mon cher Jean. Et je suis confiant sur le travail qui pourra être fait après. On auditionnera encore, comme on l'avait fait avant, le monde agricole. Si on s'aperçoit qu'il y a un problème, Madame la Ministre, on vous le dira. À ce moment-là, vous serez amené, parce qu'on le suggérera, à prendre des mesures, notamment dans le budget 2020. Au budget 2009, on s'est arrêté à cette mesure. Mais pourquoi ça ne coûtait rien de laisser cette phrase. Pourquoi, au passage, vous la rayez une fois de plus? Je suis pas effondré, mais... Merci, monsieur le rapporteur. Oui, ennuyé, plus que ça. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le président de la commission, monsieur Bizet. Merci, monsieur le président. Madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais, sur ce point précis au niveau de l'amendement qui est proposé par le rapporteur, rappeler que dans une période antérieure, je fus rapporteur sur le fameux dossier de la vache folle, qui, je vous le rappelle, était né en Grande-Bretagne pour une une mauvaise exécution du processus, je dirais, de fabrication des farines animales qui avait donné naissance à la naissance d'un prion. Voilà.
peu importe, tout le monde effectivement s'en souvient. J'avais découvert à cette époque, si vous voulez, l'état de déshérence du réseau d'épidémiosurveillance de ce pays. À ma connaissance, il ne s'est pas amélioré depuis. Or, je vous invite à lire, si vous voulez, le livre blanc de nos amis britanniques. 104 pages, rien que l'introduction est suffisamment, je dirais, explicite pour vous démontrer que nos amis britanniques vont se positionner pour générer des accords de libre-échange lorsqu'ils seront sortis, lorsqu'ils seront pays tiers, de façon beaucoup plus, je dirais, active qu'ils l'imaginent ou qu'ils nous l'ont laissé entendre jusqu'à maintenant. Ce qui me laisse à penser, et M. Dupont n'est pas loin de partager la même analyse que moi, c'est qu'on aura des filières agroalimentaires, si je puis dire, à double détente. Une qui visera le marché unique, le marché à 27 États membres, premier marché économique mondial, et puis une autre filière destinée à des marchés tiers. Et donc, si vous voulez, avec des normes qui, je pense, seront différentes. Pour rentrer sur le marché à 27, ils devront avoir les mêmes normes de sécurité sanitaire que les autres. Il faudra donc, si vous voulez, sur les ports français, être extrêmement vigilants pour qu'il n'y ait aucune porosité, parce que si nous avons le premier marché économique mondial, il y a aussi, derrière tout cela, une connotation sécurité sanitaire que l'Union A28, jusqu'à maintenant, a su merveilleusement bien, je dirais, architecturer. Donc, moi j'insiste, il faut être, je ne sais pas le nombre exact aujourd'hui qu'il le faut, mais il faut laisser toute la porte ouverte pour qu'on ait tous les moyens pour bien sécuriser sur le plan sanitaire nos frontières. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, votre avis sur l'amendement 19 ? Alors, je voudrais ne pas laisser certaines imprécisions perdurer ou certaines accusations sans réponse, parce que si nous avons souhaité ne pas mentionner seulement les contrôles sanitaires et phytosanitaires, c'est d'une part parce qu'ils sont déjà mentionnés dans le projet de loi d'habilitation à l'article 1, alinéa 6, et c'est aussi parce qu'il y aura bien d'autres raisons d'effectuer des contrôles au-delà des contrôles sanitaires. Je pense tout simplement aux raisons de sécurité des personnes et des biens, au maintien de l'attractivité de la France. Et donc, il paraît difficile de singulariser cette seule préoccupation, mais évidemment, cette préoccupation est importante. Évidemment, nous sommes pleinement à l'écoute des attentes des consommateurs et du secteur agricole. C'est le premier sujet dont je me suis entretenue avec le nouveau ministre de l'Agriculture quand il a pris ses fonctions. Je lui ai demandé de regarder s'il considérait que le nombre d'effectifs prévus était suffisant. Et il m'a assuré que c'était l'un des premiers travaux qu'il menait au sein de son ministère. L'importance, et elle a été parfaitement rappelée par le président Bizet, de faire en sorte de se prémunir contre des risques que l'on n'a que trop connus dans le passé. Nous l'avons parfaitement à l'esprit, et si des aménagements doivent être faits davantage encore dans l'avenir, nous le ferons. Mais le sujet des contrôles ne se limite pas à celui des contrôles sanitaires et phytosanitaires. Je reviens sur l'amendement 19 présenté par le rapporteur pour indiquer que la nouvelle rédaction proposée convient sur certaines parties, et je le salue au gouvernement, je salue l'effort qui a été effectivement fait par le rapporteur et par la commission spéciale. Je n'irai pas jusqu'à essayer de vous apitoyer en vous disant qu'un certain nombre d'amendements du rapporteur vont à l'encontre d'un énorme travail qui a été fait par l'ensemble des ministères et des administrations. Et pourtant, c'est une réalité, mais c'est la vie du dialogue entre le gouvernement et le Parlement. Et je voulais saluer la nouvelle rédaction sur la mention des accords bilatéraux, sur la référence aux accords de retrait, comme sur celle des flux à destination du Royaume-Uni. Effectivement, d'ailleurs, nous les avons reprises dans notre propre amendement. En ce qui concerne la nouvelle rédaction proposée pour les finalités, elle reste problématique pour le gouvernement car les ordonnances pourront prévoir des mesures temporaires et non pas de régler la situation en France des ressortissants britanniques. Là encore, prétendre que l'on va régler, préserver, ça n'est pas compatible avec ce qui va se passer avec le Brexit et a fortiori avec un Brexit sans accord qui aura
inévitablement un coût et ce serait mentir aux personnes que nous essayons d'aider et d'accompagner que leur dire que d'un trait de plume et avec des ordonnances, nous réglerons leur situation. Ministre, pour explication de vote, Monsieur Duplomb. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, j'arrive vraiment pas à comprendre quel argument vous pouvez avoir pour supprimer cette partie du texte et en particulier l'alinéa 14. On est dans une situation où sans arrêt on vous entend prôner le principe de précaution, le principe d'éviter tous les risques possibles pour la population et autres. Et là, on est sur la sécurité sanitaire et la sécurité alimentaire. On n'est pas en train d'écrire, comme l'a dit le rapporteur, un nombre imposé avec une dépense induite. On est là pour dire, donnons-nous les moyens pour écrire noir sur blanc que si nous découvrons des problèmes, que nous nous donnons les moyens de pouvoir les régler. C'est ça que nous sommes en train de nous dire et vous êtes en train de nous répondre « Non, ne vous faites pas de soucis, tout est déjà prévu dans les autres articles », ce qui n'est pas obligatoirement le cas. Et de ce côté-là, vous n'avez pas de soucis à vous faire. L'administration française et l'exécutif est là pour régler les problèmes. Ben écoutez, non seulement c'est un mépris du Parlement, mais c'est aussi un mépris de tous ceux qui ont l'habitude de connaître les pratiques des anglo-saxons et particulièrement des Britanniques sur la capacité de se servir de leurs accords avec le Commonwealth pour faire rentrer un maximum de produits. Et comme l'a dit le président Bizet, toute la problématique de ce qui s'est passé pendant des années en Angleterre, de suppression de tous les systèmes de contrôle sanitaire, qui feront que les risques sont nettement plus importants en faisant rentrer des produits et sans pouvoir les contrôler pour préserver un état sanitaire bon de nos élevages, mais aussi de nos produits alimentaires. Donc, Madame la Ministre, non seulement vous ne m'avez pas convaincu, mais je continue à penser qu'il faut véritablement voter contre votre amendement. Merci, Monsieur Marie, pour l'explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, il y a manifestement deux options qui nous sont proposées aujourd'hui. La vôtre, qui vise à laisser le champ des ordonnances le plus ouvert possible dans le cadre des négociations que l'Union européenne et vous-même menez avec nos amis britanniques, et celle retenue par le rapporteur qui vise à répondre au mieux aux préoccupations qui ont été exprimées par le Conseil d'État, qui demande à ce que cette habilitation soit mieux encadrée qu'elle ne l'était dans le texte initial. Vous nous dites que la question des contrôles sanitaires est déjà dans le texte, mais il n'est plus dans le texte de la Commission à l'article 6. C'est la raison pour laquelle il doit rester dans cet article premier à la place que nous évoquons via l'amendement du rapporteur. Et donc nous sommes extrêmement attentifs, comme je l'ai dit dans mon intervention préalable sur cet article, à ce que la question des contrôles phytosanitaires et vétérinaires puisse se faire au plus haut niveau qu'il soit, avec les moyens nécessaires. Et c'est la raison pour laquelle nous ne soutiendrons pas votre amendement, mais nous soutiendrons celui du rapporteur. Merci, chers collègues. Monsieur Grémillet, pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Moi aussi, je ne comprends pas, Madame la Ministre, pour deux raisons. Il y a quelques semaines, nous avons débattu ici des Galim, texte voulu par le Président de la République et texte qui exige de la part de l'agriculture française, non pas uniquement pour l'agriculture, mais pour la société française, des garanties supplémentaires sur l'alimentation. On ne peut pas être en décalage, comme vous êtes en train de nous le dire, et je rejoins complètement notre rapporteur. Qu'est-ce qu'on a voté ici dans cet hémicycle? De dire l'exigence française, qui va d'ailleurs au-delà pour certains points de l'exigence européenne, doit être respectée sur les produits que nous allons importer. Et nous avons des raisons supplémentaires de l'exiger dès lors que les Britanniques, en plus, ne sont plus dans l'Union européenne. Je vous rappelle, Madame la Ministre, quand il y a quelques décennies, hélas, mais j'ai en souvenir effectivement les débats et les problèmes que nous avons eus en France
par rapport à des importations qui sont venues d'Angleterre, mais dont les produits ne venaient pas d'Angleterre, transitaient par l'Angleterre. Et des problèmes sanitaires, des problèmes avec des conséquences terribles pour notre économie agricole, notre économie rurale. Et le dernier point que je voulais évoquer, Madame la Ministre, et là encore le propos de notre rapporteur et l'amendement qui est proposé est tout à fait dans cette ligne directrice qu'il nous faut soutenir. C'est le problème économique de l'agriculture, mais au-delà, c'est un problème de santé publique. C'est un problème de sécurité alimentaire pour les citoyens. Ça dépasse le champ uniquement de l'agriculture et de l'économie agricole. Et c'est pour ça que je crois que l'amendement de notre rapporteur est vraiment équilibré et qu'il apporte à la fois une réponse économique à l'agriculture, mais aussi une réponse sociétale à l'exigence française. Donc je soutiens effectivement cet amendement de notre rapporteur. Merci, chers collègues. Donc je mets aux voix l'amendement 13 du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 19 de la commission avec un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement 14 du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Président, cet amendement vise à préciser le type de modalité envisagée pour les ordonnances tout en permettant l'adoption de l'ensemble des mesures nécessaires. La commission spéciale a souhaité préciser la finalité des ordonnances prévues à l'article 1er en précisant qu'elles visent, je cite, à prévoir des dérogations des procédures administratives simplifiées et des délais de régularisation pour les personnes morales ou physiques concernées. Une telle rédaction ne permettrait pas de couvrir l'ensemble des mesures envisagées et notamment pas la mise en place d'un régime juridique ad hoc allant au-delà des simples dérogations. La rédaction proposée vise en conséquence à couvrir des dérogations, mais aussi également les adaptations de la législation de droit commun, ce qui peut inclure des régimes spécifiques et nous n'avons pas de raison de l'exclure a priori aujourd'hui. Merci Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président. Bon, là, une fois de plus, la Commission est plus précise que le gouvernement. Vous évoquez, Madame la Ministre, la possibilité de créer des procédures administratives ad hoc pour gérer le Brexit. Mais quelles seraient ces procédures? Nous n'avons aucune information là-dessus. Notre collègue Didier Marie, tout à l'heure, évoquait le loup. Moi, je crois qu'il n'y a pas de loup. Et s'il n'y en a pas, dites-nous quelle procédure vous envisagez éventuellement de prendre. Et c'est là que vous mettez votre notamment avec une incertitude énorme. Vous souhaitez également supprimer la référence aux procédures administratives simplifiées que nous avions, nous, inscrits en commission spéciale et les délais de régularisation, alors que dans le même temps, le Premier ministre, il n'y a même pas un mois, a affirmé sa volonté de réformer l'État pour simplifier les procédures administratives. Il l'a dit, lui, ça a été répété par d'autres ministres dans le cadre de l'examen d'autres textes de loi. On ne peut pas, une fois à un moment, tenir un discours et le lendemain le jeter au plot. Donc c'est un avis défavorable. Monsieur le rapporteur, donc je mets aux voix l'amendement 14 du gouvernement avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 15 du gouvernement, Madame la Ministre. Monsieur le Président, cet amendement vise à habiliter le gouvernement à suspendre l'application des mesures prévues par les ordonnances par décret. Cet alinéa prévoit la possibilité pour le gouvernement de suspendre l'application des mesures prévues par les ordonnances prises en application du présent article s'il venait à constater que le Royaume-Uni n'accorde pas un traitement équivalent aux ressortissants français au Royaume-Uni. Une telle suspension devra prendre effet à compter d'une date prévue par décret qui sera expressément précisée dans les ordonnances. Néanmoins, dès lors qu'il s'agira pour le gouvernement de suspendre par décret des mesures qui sont de nature législative, une telle habilitation doit expressément être prévue par le législateur.
donc figurer dans la loi d'habilitation. C'est ce que nous vous demandons. Elle ne peut être prévue seulement au stade de l'ordonnance. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président. Ce n'est plus un secret. On a essayé de discuter ensemble et d'essayer d'apporter des améliorations. Je fais un lien entre votre amendement 15 et mon amendement 19. Vous avez eu l'aimabilité, Madame la Ministre, de rappeler que dans mon amendement 19, il y avait 3 alinéas que je vous ai proposés. On s'est rapprochés l'un de l'autre. Là, on n'a pas trouvé d'accord. C'est sur le fameux alinéa sanitaire et phytosanitaire. J'avais cru comprendre que sur ce promet du décret, où je pense vraiment que vous avez tort, et je vais vous dire pourquoi, parce que si je prends l'exemple de la loi travail, la loi du 15 septembre 2017, elle a habilité le gouvernement à légiférer par ordonnance. L'habilitation ne renvoyait à aucun décret. Pourtant, dans l'ordonnance du 22 septembre 2017, le gouvernement a renvoyé à des décrets pour fixer les conditions d'application des mesures, en particulier aux articles 4, 8, 10, 16, 20, 24, 28, 33, 37, 38 et 40. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, je donne un avis défavorable, mais je croyais en plus qu'on s'était entendu. Je pensais qu'on s'était rapprochés. Je pensais que, et sur le problème phytosanitaire, on s'était compris, visiblement pas. Rebelote, et là, sur le décret, même chose. Comme quoi, c'est... Je crois que je suis d'ailleurs allé au-delà de mon rôle en me tentant de me rapprocher de vous pour trouver des situations d'accord. Je pensais qu'on avait eu un accord, on ne l'a pas. Donc bien sûr, c'est un avis défavorable sur votre réécriture de notre texte adopté la semaine dernière à l'unanimité sur ce problème de décret. Monsieur le rapporteur, je mets aux voix l'amendement 15 du Gouvernement avec un avis défavorable de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 5, Madame Kaufmann. Si aujourd'hui la plus grande incertitude subsiste au sujet des modalités du Brexit, c'est parce qu'au sein de l'Union européenne, beaucoup de responsables font tout leur possible pour compliquer les négociations. En fait, ils souhaitent punir les Britanniques d'avoir décidé de sortir de l'Union européenne. Ils pensent en effet que plus les Britanniques rencontreront de difficultés, plus nos concitoyens accepteront l'idée que l'évolution vers une Europe fédérale serait la seule solution pertinente pour l'avenir. Manifestement, ils ne sont pas de bonne foi lorsqu'ils prétendent négocier des conditions loyales et honnêtes de sortie, alors que dans le même temps, ils exigent la création d'une frontière douanière à l'intérieur du Royaume-Uni pour en disjoindre l'Irlande du Nord. Or, ce projet de loi sur les ordonnances n'est théoriquement justifié que par l'urgence. C'est donc la conséquence directe du retard pris par les négociations du Brexit, lequel résulte lui-même des exigences volontairement extravagantes formulées par l'Union européenne. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président. Et chers collègues, vous avez déposé en fait 3 amendements identiques. Celui-ci sur l'article 1er, identique sur l'article 2 et identique sur l'article 3. Chaque fois, vous voulez subordonner l'entrée en vigueur de l'article, ici 1, tout à l'heure 2 et 3, au règlement de la question nord-irlandaise. Bon, c'est un vœu totalement irréaliste, gratuit. Mais je voudrais simplement au passage rappeler, jamais personne, pas plus Michel Barnier, qui a mené un travail remarquable, vous avez été 2-3 à le dire dans vos interventions, dans son rôle de négociateur, jamais il n'a eu envie ou eu l'intention de remettre une frontière entre l'Irlande du Nord, entre la région Irlande du Nord et l'État et la République d'Irlande. Jamais. Ça n'a jamais été l'intention de la France non plus. C'est pour ça qu'il a proposé sa solution qui te posait un problème, mon cher Richard, qui constituait à créer une sorte de frontière fictive au milieu de la Manche pour séparer la situation de la Grande-Bretagne et de la République, l'Irlande du Nord. Je voulais simplement le rappeler parce que ça n'a jamais été l'intention de qui que ce soit. On sait que c'est une frontière qu'il ne faut en aucun cas remettre. On sait que ça revient, ça a été au moment des accords de 98, les accords de paix qui avaient suivi, je vous le rappelle, plus de 3000 morts. Là, la frontière a été totalement supprimée. Quand vous vous promenez sur une route entre l'Irlande du Nord et du Sud, vous ne voyez pas où vous êtes. Et il ne faut en aucun cas jouer au jeu dangereux de remettre une frontière. Et ça n'a jamais été l'intention de personne.
Donc je tiens à dire, parce que, non mais là je fais un lien avec votre exposé des motifs, et je pense qu'il ne faut surtout pas remettre ce sujet sur la table. En tous les cas, c'est la raison pour laquelle cette condition préalable que vous voulez mettre à chacun des articles, la commission spéciale a émis un avis défavorable. Je n'aurai pas besoin de me réexpliquer pour les deux autres. Merci, Madame la Ministre. Le gouvernement émet également un avis défavorable à cet amendement numéro 5 pour les mêmes raisons qu'il avait émis un avis défavorable pour l'amendement numéro 4 et je serai sans doute conduite à réitérer des avis défavorables pour des amendements qui reposent sur les mêmes motifs et donc à me rapprocher du rapporteur de la commission spéciale. Merci. Madame la Ministre, donc je mets aux voix l'amendement 5 avec un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 1er. Qui est pour l'article 1er? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À l'article 2, l'amendement 6, Madame Kaufmann. Le présent amendement a la même justification que l'amendement de suppression présenté à l'article 1er. D'accord, merci. Monsieur le rapporteur, avis défavorable? L'avis défavorable du précédent est maintenu pour cet amendement. Vous m'en excuserez, chers collègues. Merci, Madame la Ministre. Même avis? Même cause, même effet, donc avis défavorable. Merci. Donc je mets aux voix l'amendement 6 avec un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement de la Commission numéro 22, Monsieur le rapporteur. Rédactionnel, Monsieur le Président. Madame la Ministre? Avis favorable, Monsieur le Président. Favorable. Donc je mets aux voix l'amendement 22 de la Commission avec un avis favorable du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement 21 de la Commission, Monsieur le rapporteur. Il n'est pas du tout rédactionnel. Ça fait partie, comme pour l'article 1, de l'amendement que j'avais déposé, où je me suis rapproché du souhait du gouvernement, précision qui me convient tout à fait. Et donc voilà ce qui est proposé par cet amendement. Merci, Madame la Ministre. J'ai eu le plaisir de montrer que nous travaillons dans un véritable esprit transpartisan et d'émettre un avis favorable à cet amendement. Merci, Madame la Ministre. Donc là, je mets aux voix l'amendement 21 de la Commission avec un avis favorable du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement 16 du Gouvernement, Madame la Ministre. L'objet de cet amendement, Monsieur le Président, est de préserver une finalité suffisamment large pour permettre l'adoption de l'ensemble des mesures nécessaires. Vous comprenez que c'est d'une manière générale notre préoccupation, mais il s'agit d'un amendement rédactionnel. La notion de droits sociaux et professionnels relève, s'agissant des ressortissants français au Royaume-Uni, des autorités britanniques. L'objectif de cet alinéa est de permettre la portabilité des droits sociaux et la prolongation des droits professionnels dont il a été déjà dressé la liste au 2.1. Il est cependant malaisé de l'écrire juridiquement de façon concise sans risquer de couvrir un champ insuffisamment large. C'est la raison pour laquelle le gouvernement propose de faire une référence explicite aux situations dans les champs visés au 1 et 2 du 1 romain. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Mais je pense l'inverse, Madame la Ministre. Monsieur le Président, merci. Je pense l'inverse. Vous mettez une notion de situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout et rien. Si, non. Mais si vous pensez à quelque chose de précis, dites-le. Il est vraisemblable que la commission spéciale vous aurait donné un avis favorable. Si vous pensez à d'autres droits que les droits sociaux et professionnels, dites-le. Pourquoi cacher au Parlement votre intention là-dessous? Car je pense en plus qu'il n'y a même pas d'intention. J'ai bien compris votre argument. Qui peut le plus, peut le moins. Oui, mais qui peut le plus sans aucune précision, pardon, les parlementaires ne peuvent pas accepter ça. Voilà pourquoi nous avons émis un avis défavorable, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Donc je mets aux voix l'amendement 16 du Gouvernement avec un avis défavorable de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 7, Madame Kaufmann.
Le présent amendement a la même justification que l'amendement identique présenté à l'article 1er. Merci. J'imagine que c'est le même avis pour Monsieur le rapporteur. Même avis, Monsieur le Président. Et Madame la ministre aussi. Avis défavorable également, Monsieur le Président. Donc je mets aux voix l'amendement 7 avec un double avis défavorable de la Commission du gouvernement qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 2 qui est pour l'article 2, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. À l'article 3, j'ai une demande de prise de parole de Christine Pruneau. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'interviens de la part de mon collègue Éric Bocquet. Concernant les ports, la majeure partie des échanges entre le Royaume-Uni et le continent passe par le nord de la France. Les chiffres 2017 du trafic franco-britannique dans la zone de Calais et de Dunkerque parlent d'eux-mêmes. Plus de 30 millions de passagers, 4,2 millions de poids lourds, 73 000 autocars traversent la Manche par les ferries, 51 000 autocars empruntent le tunnel. En 2017, 745 millions de tonnes de marchandises ont transité par les ports du nord de la France. À cela s'ajoute le fret express, je pense à Amazon ou à eBay, qui passe par le Royaume-Uni avant d'arriver sur le continent. Or, aujourd'hui, les ports français n'ont ni la place, ni les équipements pour effectuer les contrôles douaniers de poids lourds. Encore une fois, si nous comprenons la nécessité d'assouplir le droit existant afin de répondre à l'urgence, il est à noter que les moyens financiers manquent. Et cela n'est pas nouveau. La Cour des comptes, faisant dans son rapport annuel de 2017 le bilan de la réforme portuaire de 2008 et pointait, en dehors de la question du Brexit, la faiblesse de nos ports, et cela par manque de vision claire, mais surtout d'investissement. Elle rappelait que la répartition des crédits de l'État devrait cibler les investissements dans les grands ports maritimes, soumis à un réel enjeu de compétitivité à l'égard des ports voisins de la mer du Nord, qui constitue un enjeu national important. Cela n'a pas été fait, et c'est cette inaction de l'État que nos ports paient aujourd'hui. Dès lors, comment expliquer que le gouvernement n'ait pas jugé nécessaire de prévoir un fonds de réserve spécifique pour parer aux défis logistiques du Brexit, à l'image de ce qui a pu être fait au Danemark, par exemple? Je vous remercie. Merci, chers collègues. À l'article 3, l'amendement 8 est défendu. Madame Kaufmann? Il est défendu? Oui, merci. Monsieur le rapporteur? Avis défavorable, Même Monsieur avis. le Président. Madame la ministre aussi? Avis défavorable. Je vous remercie. Donc nous mettons aux voix l'amendement 8 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 17 du gouvernement, Madame la ministre? Monsieur le Président, cet amendement vise à rétablir la mention du notamment qui a déjà été évoquée tout à l'heure par le rapporteur avant la liste des domaines qui pouvaient être concernés par des adaptations ou des dérogations. Une telle mention est indispensable pour permettre l'adoption de l'ensemble des mesures qui pourraient être nécessaires, tout simplement parce que nous sommes dans un exercice totalement inédit. Les enjeux soulevés par le retrait britannique, nous les mesurons avec beaucoup de volontarisme depuis des mois, puisque depuis le mois d'avril, le Premier ministre a demandé à l'ensemble des administrations de travailler sur les conséquences d'un éventuel no deal dans le cas du Brexit. Mais il n'est pas possible à l'heure actuelle de réaliser un travail totalement exhaustif de recensement des adaptations qui pourraient être nécessaires. Je pense que la modestie nous oblige à le dire. Il serait arrogant de notre part de prétendre que nous savons absolument tout dans le détail. C'est notamment le cas pour les aménagements dans les ports qui étaient habitués à gérer du commerce intracommunautaire et qui sont confrontés à des problématiques nouvelles. J'ajouterai que nous devons veiller à rester compétitifs face aux adaptations qui seront prévues par les autres États membres concernant notamment leurs installations portuaires. Merci Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Vous allez trouver, mes chers collègues et Madame la Ministre, que je suis
un incorrigible hostile aux mots notamment, est-ce que je peux me permettre de dire que vous êtes peut-être une incorrigible adepte de l'imprécision? Comme dans les précédents articles, Madame la Ministre, vous souhaitez revenir sur les efforts de précision que nous avions établis. Je vous rappelle, mes chers collègues, que cet article 3 permet d'adapter le droit en vigueur, écoutez-moi bien, concernant l'aménagement, concernant l'urbanisme, concernant l'expropriation, ce n'est pas un petit sujet, concernant la préservation du patrimoine, concernant la voirie et les transports, important dans cet article 3. C'est tous les travaux d'infrastructure qu'il faudra faire, cher Didier Marie, dans tous les ports, que ce soit les deux ports importants de Calais-Dunkerque, qui représentent à eux deux 75% du trafic. Le Havre ne représente peut-être que 7%, mais il y a aussi des travaux importants à faire au Havre et ailleurs. Que ce soit dans le domaine de la domanialité publique, que ce soit dans le domaine de la commande publique, que ce soit dans le domaine des ports maritimes, cet article 3 couvre aussi la participation du public et l'évaluation environnementale. Je suis tenté de dire, qu'est-ce qu'il faut ajouter? S'il faut ajouter quelque chose, dites-le nous, on vous dira oui. Mais vous ne pouvez pas me dire, parce que je sais que vous n'avez pas réussi à obtenir des réponses de différentes administrations, mais tous disent, ah oui, mais on ne sait jamais, ça pourra venir. Eh bien si ça vient, ça reviendra. Je vous signale qu'on va rediscuter de ce texte au moment des lois d'habilitation. Ça reviendra, j'espère, dans pas très longtemps. On pourra très bien à ce moment-là rajouter des choses qui manquent. Mais là, vraiment, notamment une fois de plus, ça fait partie des choses inutiles que la Commission a rejetées et la semaine dernière et ce matin. Monsieur le rapporteur, donc je mets aux voix, Richard Yung pour explication de vote. Oui, merci. Je voulais juste vous dire que quand je suis venu au Sénat, j'étais à la commission des lois, où nous avions des personnalités comme Jean-Jacques Hyest et Robert Badinter. Et la position constante de la commission des lois était de rayer les notamment partout où ils traînaient dans les différents textes qui nous étaient soumis. Je dois dire que ça m'a marqué et je dois dire qu'aujourd'hui je suis assez mal à l'aise avec ce flot de notamment qui ne sont pas conformes à la tradition du Sénat. Merci, chers collègues. Donc, je mets aux voix l'amendement 17 du gouvernement avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 20 de la commission, monsieur le rapporteur. Comme je suis, Monsieur le Président, sous le charme de Madame la Ministre, j'ai fait un pas vers elle et c'était un souhait, Madame la Ministre, de votre ministère, de vous. Voilà la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement qui a été adopté ce matin à l'unanimité par la Commission. Merci Madame la Ministre. Je regrette que mon charme ne perd pas davantage sur les autres amendements du gouvernement, mais j'ai mis un avis favorable sur cet amendement. Merci Madame la Ministre. Donc je mets aux voix l'amendement 20 avec un avis de la Commission avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement 9, Mme Kaufmann. Le présent amendement a la même justification que l'amendement identique présenté à l'article 1. Merci pour cette concision. Monsieur le rapporteur. Même avis défavorable concernant ce préalable au règlement de la question nord-irlandaise. Madame la Ministre, même avis. Avis défavorable également. Je mets aux voix l'amendement 9 avec un double avis défavorable de la commission du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 3. Pardon. Monsieur Marie, pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président. Quelques mots pour insister sur cet article, en particulier sur la dimension qui concerne les ports. Les grands ports maritimes devront s'adapter sans difficulté. Leurs trafics sont internationaux et les quelques aménagements qu'ils devront réaliser le seront vraisemblablement sans problème au regard de leur capacité financière, de leur disponibilité foncière et de leur expertise technique. Je suis beaucoup plus inquiet pour les ports de plus petite taille.
Je prendrai l'exemple que je connais le mieux, celui de Dieppe en Seine-Maritime, qui vit par une liaison de 3 rotations de ferry entre le port de New Haven et Dieppe chaque jour. Pour ce port-là, les premières estimations d'investissement à réaliser pour améliorer les capacités de stockage, permettre les aménagements nécessaires à l'arrivée d'agents des douanes, exercer les contrôles phytosanitaires, c'est plus de 3 millions d'euros. Ça peut paraître faible dans cette Assemblée, au moment où on va discuter du PLF, mais c'est l'équilibre budgétaire du port qui est en question. Si on ajoute à cela les difficultés qui peuvent être engendrées par les délais de l'autre côté, par la question que l'on n'a pas évoquée ici, mais qu'il faudra aussi traiter, celle des migrations, et donc des migrations irrégulières qui empruntent ces flux de transport, la situation va être extrêmement difficile. Donc ce texte est important et il faudra que le gouvernement donne, au-delà des ordonnances, tous les moyens au port pour s'équiper, s'organiser et s'adapter à cette nouvelle donne. Merci, cher collègue. Monsieur Vaspart, pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais aussi attirer l'attention, comme mon collègue, des ports dits secondaires. Avec un trafic transmanche, que ce soit en matière de passagers ou évidemment de fret, qui est excessivement important, et je pense au port de Normandie bien sûr, et au port breton, Roscoff, Saint-Malo, Cherbourg, Ouistreham. Il y aura besoin d'investissements importants. Il y a également des frets qui transportent du vivant. Il n'est rien prévu sur ces ports-là jusqu'à présent, alors qu'il faut un investissement de 2 500 000 € à peu près pour accueillir notamment et faire des contrôles sanitaires, notamment par le biais de la DSV lorsque les animaux transitent. Donc je le dis, c'est excessivement important. On a des compagnies maritimes qui existent aujourd'hui et qui sont aujourd'hui en péril. Merci, cher collègue. Monsieur Alizard, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mon propos sera dans la même veine que mes 2 prédécesseurs. Je sors d'une audition, hasard du calendrier, avec les directeurs généraux des ports de Dunkerque, du port du Havre et de Port Normand Associés, c'est-à-dire Cherbourg, Caen et bientôt Dieppe. Vous dire qu'effectivement, la partie va être rude pour certains de ces ports. Pas d'inquiétude particulière pour le port du Havre. En ce qui concerne, et pour ne pas parler d'un port normand, mais il a été évoqué les ports du Nord et notamment le port de Dunkerque, la problématique par exemple des contrôles phyto et des contrôles vétérinaires, c'est déjà 28 millions d'euros d'investissement pour un port comme Dunkerque, dont le premier centime de financement n'existe pas. Si on se place sur des contrôles exhaustifs à 100%, c'est à peu près 100 personnes qu'il faudra recruter, des vétérinaires et des techniciens vétérinaires, pour pouvoir assurer un service 7 jours sur 7 et H24. La problématique est la même sur Caen ou sur Cherbourg, et j'ajouterai que sur Caen, il n'y a d'ailleurs actuellement pas de point de contrôle. Donc est-ce que l'État autorisera la création d'un point de contrôle ou pas? Donc on est en train de potentiellement fragiliser toute une économie littorale et je n'ai pas le sentiment que ce soit complètement pris en compte. Merci. Merci, chers collègues. Donc je mets aux voix l'article 3. Qui est pour l'article 3? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À l'article 4, l'amendement 10. Mme Kaufmann. Défendu. Le projet présenté par le gouvernement prévoyait un délai de 6 mois qui a déjà été ramené à 3 mois sur proposition du rapporteur de la commission. Or, le gouvernement fait preuve d'une évidente désinvolture à l'égard du Sénat, que ce soit en refusant de lui communiquer l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi initial ou en proposant des articles délibérément flous et imprécis, ce que le Conseil d'État a d'ailleurs déploré. Le gouvernement n'étant manifestement pas clair sur le sujet, il convient de réduire encore plus le délai de présentation du projet de loi de ratification de chaque ordonnance. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission? Je donnerai volontiers mon avis après la présentation de l'amendement suivant. C'est le même sujet. Bon, mais ils ne sont pas en discussion commune. Ils ne sont pas en discussion commune, je suis désolé. On est obligé de voter. Mais je vais quand même parler des deux en répondant au premier amendement. Pas de souci, pas de souci. Vous pouvez le faire. Bien.
Ça concerne ce problème du délai de ratification. Le gouvernement avait proposé initialement 6 mois. La commission spéciale, dans ses travaux, a proposé une taille intermédiaire de 3 mois. Aujourd'hui, l'amendement Masson-Kaufmann propose 2 mois. Être au milieu, ce n'est pas une mauvaise situation. Mais ce que je voudrais simplement dire, le problème de ratification, c'est qu'il y a un débat, quel que soit le délai. Je vous rappelle ce que j'ai mis dans mon rapport. Sur la session 2016-2017, des projets de loi ont été déposés au Sénat pour ratifier 71 ordonnances. C'est déposé. Donc le gouvernement, entre guillemets, a fait le job. Dépose. Oui, mais ensuite, on n'inscrit jamais rien à l'ordre du jour. Sur ces 71, il y en a toujours 53 qui n'ont pas été ratifiés faute d'inscription à l'ordre du jour. Donc moi, je maintiens la position intermédiaire de 3 mois et peut-être que ça obligera le gouvernement pas simplement à revenir plus vite vers le Parlement pour qu'on débatte, mais il faut qu'on débatte effectivement. C'est ça qui est important. La tâche sera, j'espère, grâce à la commission du suivi du Brexit, plus facile. Car la commission du suivi du Brexit, je me demande si notre ami Jean Bizet, notre président, n'a pas déjà prévu un certain nombre d'auditions. Autrement dit, elle n'a pas l'intention de baisser les bras, elle va continuer à travailler de la même manière. Et je m'en réjouis. Et parmi ces travaux, parmi nos auditions, il faudra veiller à la ratification en fonction de ce que vont faire les Anglais, notamment dans le domaine de la réciprocité. S'il y a des choses qui n'ont pas été adoptées, des mesures qui n'ont pas été prises par les Anglais dans les différents sujets qu'on a évoqués toute l'après-midi, eh bien, il ne faudra pas hésiter à purement et simplement annuler s'il n'y a pas réciprocité. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, l'avis du gouvernement ? Monsieur le Président, l'avis du gouvernement est défavorable sur cet amendement. Le projet de loi, ça a été dit, prévoyait 6 mois. Un délai plus long que le délai habituel de 3 mois. Pourquoi? Pour une vraie raison. Ce délai est nécessaire pour permettre au gouvernement de présenter au Parlement, qui y tient, et je le comprends, un projet de loi qui tirera les conséquences des premiers mois de mise en œuvre des ordonnances, notamment, et ça a été mentionné, la mise en œuvre par le Royaume-Uni de mesures réciproques. Une des spécificités de notre approche, c'est en effet que le gouvernement s'assurera de la réciprocité des mesures prises par le Royaume-Uni. L'alternative reviendrait à présenter un projet de loi de ratification qui aurait de très grandes chances de devoir être modifié à brève échéance par le gouvernement. C'est la raison pour laquelle je donne un avis défavorable à cet amendement. Et vous l'avez sans doute deviné, je présenterai un autre amendement. On peut considérer que vous l'avez présenté. On peut considérer, Madame la Ministre, que vous l'avez déjà présenté à travers votre intervention. Simplement, sur l'amendement 10, donc, qui a reçu un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Donc l'amendement 18, qui revient à 6 mois du Gouvernement, je peux considérer que Monsieur le rapporteur a donné l'avis de la Commission défavorable. Donc je le mets aux voix, l'avis du Gouvernement avec un avis défavorable de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 4. Qui est pour l'article 4? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et je mets aux voix l'ensemble du projet de loi des mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 21h45. Pardon, Monsieur le Président. Un petit mot de Monsieur le Président de la Commission. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je voudrais me réjouir de ce vote positif, le vote positif du Sénat sur ce projet de loi permettant d'habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance un certain nombre de mesures. Je vous avais dit, Madame la Ministre, que vous n'aviez pas d'inquiétude à avoir sur la position du Sénat. Ce n'est pas tout à fait la mouture que vous auriez souhaitée. Mais croyez-moi, à tête reposée, vous verrez que les précisions que l'on vous a, je dirais, un petit peu imposées, vont précisément servir, à mon avis, le gouvernement. Je voudrais, parce que précisément, elles sont dans le droit fil de l'article 38 de la Constitution.
Comme l'a dit tout à l'heure le rapporteur, comme vous l'avez précisé, Madame la Ministre, ces mesures seront caduques précisément si un accord ordonné de retrait avec un futur accord de libre-échange est adopté, ou bien s'il n'y a pas réciprocité de nos amis britanniques. Donc pendant un certain temps, nous allons, au travers du groupe de suivi, être particulièrement attentifs sur l'évolution de la situation, je dirais, outre-Manche, mais nous voulions, au travers de cela, que le gouvernement ait les mains véritablement libres et toute l'habileté nécessaire et la réactivité nécessaire, si vous voulez, pour pouvoir agir. Si. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que nous avons permis, ce faisant, de vous donner toute latitude pour faire en sorte que la compétitivité de nos entreprises ne soit pas bridée. Enfin, le troisième point, ça a été évoqué par nos collègues, si vous voulez, tout à l'heure de la façade atlantique, va falloir que l'on travaille sur le mécanisme d'interconnexion en Europe. La dernière proposition qu'a émise la Commission le 1er août est littéralement inacceptable. La donne du Brexit a totalement changé. C'est la raison pour laquelle, là encore, la Commission des affaires européennes a créé un groupe de suivi avec 3 de nos collègues sénateurs pour justement faire des propositions. On aura l'occasion de se revoir parce que, précisément, le groupe de suivi du Sénat a vocation à surveiller précisément tout ce qui va se positionner sur tous ces textes-là. Et encore une fois, nous voudrions ici adresser à Bercy et à ses services un message, que Bercy soit, comme les services qu'il y a aux Pays-Bas, extrêmement réactif, attentif et aux côtés des entreprises françaises. Voilà pour ce feu vert qui a été donné par le Sénat à ce projet de loi pour se préparer au Brexit. Cela en première lecture, une adoption qui n'était pas une surprise sur ce texte relativement technique et dont l'adoption était urgente avant qu'aboutissent les négociations sur le Brexit avec un possible Brexit dur auquel tout le monde doit se préparer. Mais vous l'avez vu, néanmoins, il y a eu une opposition claire entre le gouvernement d'une part qui veut conserver toutes les marges de manœuvre nécessaires pour négocier le Brexit avec le Royaume-Uni et d'autre part le Sénat qui a suivi l'avis du Conseil d'État et qui voulait plus de précision sur les ordonnances prévues par ce texte. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.